Le cancer, on l'imagine souvent comme une sorte de fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus sans crier gare. Mais, et si ce n'était pas tout à fait vrai? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des cancers digestifs pour comprendre comment il est possible d'agir et surtout d'agir bien avant que la maladie ne s'installe. C'est la grande question, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est beaucoup plus optimiste qu'on ne le pense. Non, le cancer n'est pas juste un coup du sort, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est justement dans ce processus que se cache notre plus grand pouvoir d'action. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier point essentiel à saisir, c'est que le cancer, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est une évolution lente, et c'est sur cette chronologie qu'on va pouvoir jouer. Pour que ce soit bien clair, prenons une image simple. La prévention, c'est un peu comme si on construisait une clôture bien solide autour de sa maison. Le but, empêcher les problèmes d'entrée. Le dépistage, lui, c'est différent. C'est le système d'alarme qu'on installe. L'alarme n'empêche pas l'intrus de rentrer, mais elle sonne dès qu'il met un pied à l'intérieur, quand il est encore tout petit et facile à maîtriser. Ce sont deux logiques qui se complètent parfaitement. Ok, donc on a une clôture et une alarme. Mais en pratique, ça ressemble à quoi? Voyons un peu ce qu'on trouve dans cette fameuse boîte à outils santé. Dans cette boîte, il y a deux grands types d'outils. D'abord, la prévention primaire. Là, on s'attaque à la cause avant même qu'elle ne fasse des dégâts. Le meilleur exemple, c'est un vaccin. Et puis, il y a la prévention secondaire, qui est en fait un autre mot pour le dépistage. Ici, l'objectif est de trouver la maladie le plus tôt possible, quand elle est encore toute petite, parfois même à un stade précancéreux, pour l'arrêter net. C'est sur ces deux stratégies qu'on va se concentrer. Pour que tout ça devienne vraiment concret, rien de mieux qu'un cas pratique. Et le cancer colorectal est un exemple absolument parfait pour voir comment ces outils fonctionnent en tandem. Ce qui est incroyable ici, c'est le temps que ça prend, 10 ans. Un cancer colorectal ne débarque pas du jour au lendemain. C'est une très lente progression. On peut voir ça comme un jardin. Au début, il y a juste une petite graine anormale, le polype. Si on la laisse tranquille, elle va grandir et peut devenir une mauvaise herbe envahissante. Eh bien, le dépistage, c'est tout simplement aller désherber son jardin régulièrement pour enlever ces graines avant qu'elles ne posent un vrai problème. Et voilà, notre fameuse graine, le polype. C'est la lésion très cancéreuse par excellence. Et regardez ce chiffre, 30 à 60% des plus de 55 ans ont non. C'est énorme. Ça veut dire que le simple fait de le trouver et de l'enlever au cours d'un examen, c'est un acte de prévention ultra puissant. On coupe le problème à la racine, littéralement. Mais attention, le risque ne vient pas toujours de l'extérieur ou du hasard. Parfois, il est inscrit dans nos gènes. C'est le cas du syndrome de Lynch, une prédisposition génétique héréditaire qui est responsable d'un nombre non négligeable de cancers colorectaux. Alors, comment ça marche ce syndrome? L'analogie du correcteur orthographique est géniale. Imaginez que l'ADN, c'est un immense texte. Chaque fois qu'une cellule se copie, il peut y avoir des fautes de frappe. Normalement, on a des protéines spécialisées, de vrais pros de la relecture, qui passent derrière et corrigent tout. Chez une personne avec le syndrome de Lynch, ce système de correction est en panne. Les fautes de frappe s'accumulent, encore et c'est cette accumulation d'erreurs qui finit par augmenter le risque qu'une cellule déraille et devienne cancéreuse. D'accord, mais comment fait-on pour surveiller tout le monde? On ne peut pas faire de coloscopie à des millions de personnes en permanence. C'est là qu'intervient notre système d'alarme à grande échelle, le test immunologique dans les selles. C'est exactement comme un détecteur de fumée. Il n'éteint pas le feu, mais il sonne aux premiers signes de fumée. Ici, des traces de sang invisibles. Et quand il sonne, on envoie les pompiers, c'est-à-dire qu'on déclenche des examens plus poussés pour aller voir ce qui se passe. Allez, on a bien compris la logique pour le côlon. Faisons maintenant un petit tour d'horizon rapide de quelques autres cancers digestifs. On va voir que le principe de connaître le risque pour agir s'applique partout. Pour l'œsophage, il y a deux grands scénarios. D'un côté, un cancer lié à l'irritation chronique due au reflux gastrique, les remontées acides. De l'autre, une forme dont la cause est limpide. Dans 90% des cas, c'est le cocktail alcool et tabac. Ici, la prévention primaire, la fameuse clôture, est donc assez évidente. Passons à l'estomac. Là, le suspect numéro 1 est une bactérie, Helicobacter pylori. Elle peut vivre dans l'estomac et provoquer une inflammation qui, sur le très long terme, augmente le risque. Et ça, c'est une super nouvelle en fait, parce qu'une bactérie, ça se détecte et surtout, ça s'élimine avec des antibiotiques, une forme de prévention très directe. Et pour finir ce tour, le pancréas. Là, le tableau est un peu plus complexe. C'est souvent un mélange de plusieurs facteurs de risque. On retrouve en tête de liste le tabac, mais aussi l'inflammation chronique de l'organe. Et comme pour le côlon, il y a aussi une composante génétique, avec des mutations sur des gènes comme BRCA2, que certains connaissent pour son lien avec le cancer du sein. Bon, on a vu beaucoup d'informations. La question maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on transforme ces connaissances en un plan d'action simple et clair?
Ce tableau, c'est un peu la synthèse parfaite, la feuille de route. Il montre bien la logique. Pour le côlon, la clé, c'est de chercher les polypes. Pour l'estomac, on traque la bactérie. Pour l'œsophage et le pancréas, on se penche sur le mode de vie et l'histoire familiale. Identifier le risque principal, c'est trouver la bonne stratégie. À chaque serrure, sa clé. Et puis, au-delà de chaque cas particulier, il y a un socle commun, des règles d'or qui forment un véritable bouclier de protection. Bien manger, bouger, ne pas fumer, limiter l'alcool, ça semble basique, mais c'est le fondement de tout. Et si on y ajoute une bonne connaissance de ses antécédents familiaux et qu'on participe sérieusement au dépistage, alors là, on met vraiment toutes les chances de son côté. Une toute dernière question, mais elle est absolument cruciale. Le dépistage a sonné l'alarme, les examens d'imagerie ont montré une zone suspecte. Mais qu'est-ce qui permet, au final, de dire avec une certitude absolue « oui, ceci est un cancer ». La réponse tient en un seul mot, la biopsie. C'est l'analyse au microscope d'un tout petit morceau de tissu prélevé sur la zone suspecte. C'est le seul, l'unique examen qui peut poser le diagnostic de certitude. Le dépistage détecte la fumée, les radios localisent le départ de feu potentiel, mais seule la biopsie vient confirmer la nature exacte de l'incendie. C'est elle qui a le dernier mot. C'est le point final de l'enquête et le vrai point de départ de la prise en charge.